That's not a knife. This is a knife. Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans ce nouveau numéro intitulé « La suite est mieux ». Au départ, j'avais annoncé à McCoy que je traiterais Amityville 2, qui bouge vachement plus que le premier et se rattache direct aux faits divers liés à cette demeure. Mais après l'avoir revu, je me suis souvenu à quel point je trouvais la seconde partie gonflante et longue, une mauvaise imitation de l'exorciste. Et puis j'ai revu Carrie 2 après un très long moment aussi, et là je me suis rappelé combien j'ai de l'affection pour ce film. J'ai donc dit à McCoy que pour une fois, c'est moi qui changeais ma sélection, et il m'a avoué ne pas l'avoir vu, et que basiquement, tout le monde trouvait ça caca. Alors je lui ai dit en gros « Rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux !» Mes chers assoiffés, je préfère de loin Carrie 2 au premier Carrie de De Palma. Quoi Répète. C'est honteux. Ouais, je l'affirme. J'adore De Palma, hein, vous le savez. Je respecte son boulot, et oui, Sissy Spacek, Piper Laurie, et même le reste du casting, ils font le boulot. N'empêche que les scènes interminables de préparation pour le bal et les scènes de danse de l'event en question, pour ne citer que ça, oh, c'est d'une lourde longueur. Surtout quand on sait que Carrie n'agira qu'à la fin. De toute façon, faut trancher tout net la question. De Palma a beau être le grand réal qu'on connaît, jamais son film ne pourra égaler l'œuvre originale, le livre de Stephen King. Par exemple, le mode d'exécution de Madame White y est bien plus percutant et fort en émotion. Donc oui, j'adore Carrie 2. Je vais essayer de vous expliquer ce qui me plaît, et si vous n'êtes pas d'accord, viendez me dire pourquoi en commentaire. C'est un film américain sorti en 1999 et réalisé par Kat Shee, qui à part ce movie n'a rien fait de très connu. Elle est apparue en tant qu'actrice dans Scarface de De Palma. Côté casting, c'est sympa, voire très, avec de jeunes acteurs sur le chemin du succès. Rachel, la victime au pouvoir télékinésique, c'est Emily Bergel. Elle obtient ici son tout premier rôle important et on la reverra surtout dans de nombreuses séries. Moi je l'ai vue dans Desperate Housewives, puis Shameless. À chaque fois on est sur des persos très différents qu'Emily incarne avec brio. Avec qui? Sa meilleure amie, qu'on ne verra pas longtemps, ceux qui ont aimé les American Pie la reconnaîtront, c'est Mena Suvari, la choriste coincée qui devient le love interest d'Oz. À ce titre, vous croiserez aussi Eddie Kaye Thomas, alias Poskaka. Ici, il joue un loser perché, ce qui le sauvera. Man, we're missing one killer party. J'ai ensuite vu Mena Suvari dans le très spécial American Beauty où elle allume allègrement Kevin Spacey, dans la série à la fin parfaite Six Feet Under où elle fait tourner la tête de Claire, la petite sœur de la famille, et enfin dans la première saison d'American Horror Story, juste le temps d'interpréter une victime au dahlia noir. Jason London joue Jesse, pas spécialement beau gosse, mais il a son petit charme. Il n'est pas devenu super connu. Il a démarré sa carrière dans Un été en Louisiane, un drame dont j'ai totalement oublié le contenu, mais je me souviens avoir adoré autant qu'il m'avait fait pleurer. Du coup, j'ose toujours pas le revoir. Je l'ai ensuite vu dans Snow, Sex and Son, un sous-American Pie pas trop dégueulasse. Et dernièrement, il a joué pour Patrick Valladares, un réal chilien méconnu par ici, et le film s'appelle Night World. Il interprète le rôle principal aux côtés de Robert Englund. Bien joué. Amy Irving reprend le rôle de Susan Snell, celle qui avait prêté son copain Tommy à Carrie pour racheter ses fautes. Elle a bien grandi depuis, et c'est une psychologue / conseillère scolaire du lycée que fréquente Rachel. Elle avait également bossé pour De Palma dans Fury. Et puis, dans des rôles moins importants mais pivots, il y a Rachel Blanchard que j'ai découverte sur le petit écran dans la série Clueless, où elle succède à la Mimi Alicia Silverstone dans le rôle titre, puis des années plus tard dans la série Fargo. On voit aussi Zachary Ty Bryan qui rejouera un trou de balle qui se croit malin dans un épisode de l'ultime saison de Buffy. Enfin, Charlotte Ayana, que je pensais n'avoir vu nulle part ailleurs, mais en fait si, et devinez dans quoi? La série Entourage. T'as vu McCoy? J'assure tes arrières. Bon, j'espère que vous êtes chaud pour le pitch, parce que... Ça va commencer ici. Et ça va péter. Une femme décide de repeindre son intérieur, y compris sa petite fille. Elle délire sur une présence démoniaque qui leur en veut à elle et sa gamine. En fait, c'est juste une frappadingue dont la petite, Rachel, possède le don de déplacer les objets. Maman est embarquée en HP pour un bon moment et Rachel grandit avec Walter, son chien, dans une famille d'accueil. On peut imaginer qu'elle en a connu plusieurs, malheureusement. On la retrouve adolescente, genre 17 ans, une marginalisée qui n'a qu'une seule amie au monde, Lisa. Elles sont très impopulaires dans leur lycée. Pourtant, Lisa annonce à Rachel que, ça y est, elle a vu le loup. Et comble de joie, ils sont amoureux l'un de l'autre.
Rachel connaîtra bientôt l'identité du prince charmant. Lui et Lisa ont publiquement rencard au lycée pour le déjeuner. Ah, certainement pas. Eric, le jeune homme en question, se rend vite compte que sa popularité, il fait partie de l'équipe de foot, il a un bel avenir dans une bonne université, c'est un des fils de notables de la ville... Et blablabla. Sa popularité, disais-je, va en souffrir si on sait qu'il sort avec ce genre de fille. Quel genre? Écoutons le leader de la bande s'exprimer sur le sujet. That's when you wake up in the morning, you got some ugly chick sleeping on your arm, and you rather gnaw it up and have to wake her up. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Tu crois que c'est du respect, ça? Un peu plus tard, Lisa ne sourit plus du tout, monte sur le toit du bâtiment et saute sans autre. Elle s'éclate sur une voiture, et pour qu'on intègre bien à quel point personne n'en aura rien à foutre, un petit malin balance. Oh man. Whose car is this? Mais enfin, ça va pas! Bon, en vrai, elle est drôle cette blague. En tout cas, ça réveille le don de Rachel, ce qui va attirer l'attention de Susan Snell. Cette dernière veut sincèrement aider les élèves. Et récemment, elle a reçu beaucoup de plaintes de jeunes filles à qui on avait promis la lune pour pouvoir les sauter. There's nothing illegal about breaking a girl's heart. Ouais, c'est pas faux. Sauf qu'il y a un détail, Eric est légalement un adulte, Lisa ne l'était pas encore. Il risque donc de gros ennuis si sa petite aventure avec elle est prouvée. So your brilliant attempt to fix it? Pour ne rien arranger, lui et Lisa avaient fait un selfie dont Rachel possède maintenant la pellicule. Marc se dit qu'il n'y a qu'à la récupérer, mais ces petits jeux de séduction à 3 sous ne font pas lâcher l'affaire à Rachel. I'm a dyke. Pas plus lorsqu'ils essayent de l'effrayer chez elle, vu qu'elle a de quoi physiquement se défendre. Seulement, saura-t-elle se préserver de l'amour? Et Jesse, est-il vraiment sincère avec elle? Est-ce que Susan Snell pourra enfin faire quelque chose d'utile? Vous le saurez, à condition de regarder Carrie 2, ou bien de me laisser vous transporter dans les spoils. Quoiqu'il n'y en ait pas beaucoup, je ne dévoile que le nécessaire. Vous serez prévenu avant. La principale raison pour laquelle je préfère cette suite, c'est que je la trouve tellement plus touchante que Carrie, et à bien des égards. Le background de Rachel résonne davantage en moi. Tout ce qui lui arrive depuis l'enfance, ça brise le cœur, sérieux. J'en profite pour faire un reproche au scénario, par rapport à la maman de Rachel. Je trouve que c'est un peu nul et facile d'en faire un copier-coller de la mère White, genre une espèce d'illuminé frappadingue. Sachant que, attention au spoil, Rachel est le fruit d'une liaison entre Ralph White, le père de Carrie, et maman de Rachel. Donc il y avait moyen de créer une autre dynamique mère-fille. Qu'elle la rejette à cause de son don, de ce que ça a généré à l'époque, avec sa demi-sœur, et surtout, putain, c'est une enfant illégitime. J'ai envie de dire Starfoula. Et de rajouter Yarebi à la fin. Sa personnalité aussi me plaît mieux. C'est une victime, mais ça l'empêche pas d'avoir du répondant. Et jusqu'au bout, elle a une sensibilité, une fragilité que Carrie me semble avoir perdue dès le début du massacre. Et ça vient de la mise en scène de De Palma et de l'interprétation de Sissy Spacek. Il la déshumanise. Carrie, elle est juste flippante et super froide. Quand elle plante sa maman, pas mieux. Alors que dans le livre, elle parle de lui faire un dernier cadeau, et elle arrête les battements de son cœur tranquillement. C'est intense en émotion. Dans Carrie 2, Rachel ne fait pas peur. On voit juste qu'elle a, comme le dit si bien le titre original, la rage. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et malgré cette promesse tenue, elle est touchante et humaine jusqu'à la dernière scène. J'ai trouvé les méchants de Carrie 2 plus cruels. Quoique j'ai tendance à remettre ça en perspective depuis que j'ai vu The Glory, un bijou coréen dont je vous parlerai peut-être un jour. Leur complot, c'est du sale. Et ils ont beau être les gosses des adultes les plus respectables de la ville, ça parle très mal. I just about split her in two. Wait. Think about how many points he'd got if he'd done her after she was dead. On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération, pour rien ni personne, sauf nous. Un jour on finira en tôle ou bien on se fera descendre. Et ça se comporte comme des chiens de la casse. À côté, les moqueries qu'a subi Carrie paraissent bon enfant. Mais enfin, j'argumente pas trop là-dessus, c'est simplement une question de génération, et pour le coup, c'est pas de la faute de De Palma. L'histoire originale est ainsi. Mais avec un méchant principal dépeint de manière bien plus profonde et symbolique que dans le film. Il y a des trucs stylés dans Carrie 2. La bande-son, dont vous entendez un morceau en fond, enfin on verra si YouTube dit ok. J'aime beaucoup le fait que Rachel voit tout en noir et blanc quand son pouvoir se manifeste. Ça correspond bien à ce qu'elle a dans le crâne à ce moment-là. Il n'y a plus aucune nuance de gris. Eux méchants, moi punir méchant. J'adore aussi le moment qui annonce que ça va chier. Son tatouage d'amitié qui prend vie et qui s'étend sur tout son corps. Et l'idée sera reprise dans la saison 6 de Buffy quand Willow, elle aussi, se mettra en mode Punisher.
les thèmes de la solitude, du rejet, mal-être, trahison sont traités avec beaucoup de poésie et de sensibilité. Mais ça n'empêche pas la tuerie de masse finale de bien dépoter. Il y a plus de variété et de gore dans cette suite. Un mec égorgé qui se splash sur une fille, qui elle-même finit plus tard découpée par des CD volants, de la tête coupée, une noyade bien anxiogène, et bien évidemment le petit lot de grands brûlés, hein. Et d'autres encore. J'aime la machette, savez-vous comment ? Quand elle déchiquette avec un bon tranchant. Attention, gros spoil, il s'agit de la mort de Rachel. J'en suis pas heureuse, loin de là. Trop dégoûtée qu'elle s'en sorte pas. Néanmoins, la mise en scène et le contexte m'émeuvent à chaque fois. Jesse débarque après la fête et Rachel le confronte, le pensant de mèche avec les autres. Et c'est là qu'on entend Jesse dans la vidéo lui dire qu'il l'aime pendant qu'elle dort. Ouf, elle a compris. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Sauf que non, la maison est en train de s'écrouler, Jesse va s'en prendre un morceau sur la gueule, mais Rachel se sacrifie pour lui. Et lui, il veut pas la laisser, rien à foutre s'il est en train de cramer. T'as pas mal, mais pas mal. T'as pas mal, mais pas mal. T'as pas mal, mais pas mal. C'est beau, c'est triste, ça colle des larmes et des frissons. Cette fin me met toujours en mode McCoy. Katana, katana, tu fais le job mais pas tant que ça. Même si là aussi c'est une mort qu'on ne voudrait pas, j'attribue le prix au suicide de Lisa. On est encore une fois sur un joli moment de poésie, mais terrible. Tout en douceur mais bien décidée, elle s'efface aussi discrètement qu'elle a vécu, mais sur un point final percutant. La mise en scène et les plans y contribuent et le résultat est d'enfer. Oh putain, quel loser! Ce couteau à beurre! Il couperait un quelle horreur! Couteau à beurre. Je l'attribue à la mort très ridicule et peu réaliste de Monica et Eric. Rachel éclate les binocles de Monica, qui émascule Eric dans la confusion. On a beaucoup de mal à croire qu'ils crèvent de leurs blessures, tout du moins si vite. Mais faut reconnaître, c'est fun et jouissif. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir Carrie 2. Filez-lui sa chance si vous ne l'avez pas vu. J'ai exprès pas révélé un tas de détails de l'histoire pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de McCoy et ses petits monstres fous la merde. On se retrouve en mai pour un spécial. Je veux aucune famille, la famille c'est chiant. Le bisou. Ah, te voilà enfin. Oh, la formule. Clatou, Berata, Nicolas Cage. Ben voilà. Je l'ai dit. Alors, où se trouve la formule pour choper le priapisme? Parce qu'on m'a conseillé les petits pulls bleus et ça fonctionne pas des masses. Groovy. Death Contest. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial. La suite est mieux. There is no contest. On le sait tous, les suites qui surpassent les premiers épisodes sont assez rares dans le cinéma. L'Empire contre-attaque, Paddington 2... Oui, enfin, il plaisante. Ah non, pas du tout. Dragon 2, mais les images sont du 3 parce que cette scène me fait bien trop marrer. Terminator 2, le Spider-Man 2 de Sam Raimi, Harry Potter 3, Mad Max Fury Road, évidemment. Alors attention, hein, c'est purement subjectif, je parle juste pour moi. J'aurais bien cité le Parrain 2, mais j'ai pas vu les films. Une honte! Ouais, je sais bien. En tout cas, elles sont rares, ces séquelles supérieures, et encore bien plus dans le cinéma d'horreur. Mais ça arrive. All right. I'm listening.
Ah bah il y a Evil Dead 2, The Devil's Reject, Freddy 3, et c'est toujours selon moi, hein. Aliens de James Cameron, même si c'est plus de la SF que de l'horreur, hein, je vous le concède. Il y a aussi Annabelle 2. Oh, that wasn't hard. Il y a Dawn of the Dead aussi, l'original hein, de Romero. Mais j'ai remarqué qu'il y en avait une un peu oubliée. Et pourtant, ça paraît assez évident au visionnage. C'est Critters 2, de Mick Garris. Alors, petit retour en arrière. Dans Critters, premier du nom, des créatures extraterrestres voraces s'échouaient sur Terre et attaquaient une famille dysfonctionnelle dans une petite ferme du Kansas, près de la ville fictive de Grover's Bend. C'est un clin d'œil à Grover's Mill, le nom de la ville utilisé par Orson Welles lors de son canular radiophonique mythique racontant une invasion extraterrestre. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Brad, le jeune garçon de la famille, aidé par des chasseurs de primes intergalactiques et le benet alcoolique du coin, ont fini par éradiquer les bestioles. Le film se terminait avec Charlie l'alcoolo qui se barrait avec les Bounty Hunters dans l'espace pour trouver un sens à sa vie et la petite famille était réconciliée. Oh my god, c'est tellement beau. Mais dans le doute, le plan final révélait que des œufs avaient été pondus près de la ferme. C'est un procédé pratique si on veut faire une suite et ou donner un dernier coup de suspense aux spectateurs. X-Files était la championne pour ça. C'était la Pec Citron des séries. Oh, y'en a plus là. Vous pariez? Pec Citron quand il y en a plus, il y en a encore. Critters 1 était plutôt cheap mais assez divertissant. Quoi qu'en dise Raphaël. Where did they come up with this stuff? C'était sympa dans Critters parce qu'il y avait quelques petites références à Star Wars, à Ghostbusters et E.T. Il y avait quelques beaux noms en devenir, comme les frères Kyodo, aux effets spéciaux. Je vous ai parlé d'eux dans l'épisode 29. Il y avait Billy Zane, le connard de Titanic. Not the better half. Dee Wallace, la maman d'E.T., dont une figurine à l'effigie de l'alien de Spielberg se fait bouffer dans le film. J'espère que ça sous-entendait pas que Critters allait bouffer E.T. au box-office, parce que bon... Faudrait être un peu prétentieux. Il y a aussi Lin Shaye, la médium de la saga Insidious, et Chaudas dans Kingpin. Et M. Emmett Walsh, second couteau à la belle filmo, disparu en mars 2024. On l'a vu dans Serpico, Blade Runner ou Arizona Junior avec Nick Cage. Son dernier film vient de sortir sur Amazon Prime, Brothers, une petite comédie gentillette où l'un des héros balance au personnage de Walsh qui n'a pas toute la vie devant lui. Et il avait raison. Critters, c'était le premier film de Steven Herek. Herek a réalisé Professeur Hollande, Cathy vous en a parlé dans l'épisode 30. Un peu à contre-cœur. En 86, pour 2 millions de dollars de budget, il en rapporte 30. Oh my god! Jackpot, baby! Donc forcément, basé sur ce critère, on a lancé la suite. Critters 2, The Main Course. Critters 2, le plat de résistance, en traduction littérale. Et cette fois-ci, c'est Mick Garris qui s'y colle. Ça m'a fait peur, l'andouille. Le scénario est de David Toei, scénariste et réalisateur des 3, bientôt 4, Riddick. C'est un fortiche. Mick Garris, tout comme Steven Herek, c'est aussi son premier film. Et son meilleur. Il est spécialisé dans les adaptations ratées des romans de Stephen King. Le Fléau, la série Shining, Bag of Bones, Desolation. Les deux mieux, c'est Riding the Bullet et La Nuit déchirée, qui n'est pas un livre de King, mais il en a écrit le scénario. Pour Critters 2, Garris a sûrement voulu faire bonne impression puisque le film est meilleur que le premier sur tous les points. Les Critters, c'est le sous-Gremlins en gros, même si la légende dit que le scénario de Critters était écrit avant celui de Gremlins. Tiens. Mais dans les faits, ça vaut pas son modèle. Oh, loin de là. Mais ça reste tout de même sympa.
C'est un peu comme le Piranha de Joe Dante, qui était un plagiat des Dents de la Mer, mais avec du savoir-faire. À tel point que Spielberg a empêché Universal de porter plainte et a bossé avec Dante sur les Gremlins, justement. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Donc même si Dante l'avait mal pris, il n'aurait pu que fermer sa gueule. Ouais, et ben chacun son tour. Anecdote rigolote, dans les Dents de la Mer, il y a un grand requin blanc. Et dans Critters, un petit rouquin pâle. Mais c'est complètement dingue ça. Et justement, Critters 2, niveau dinguerie, il est au premier Critters, ce que Gremlins 2 est à Gremlins 1. Du gros slapstick un peu gorasse. Tout ce qu'on aime, hein. Et en voici le pitch. Il serait temps, car sa folie nous gagne petit à petit. 2 ans après les événements du premier film, par une énorme coïncidence, les chasseurs de primes sont renvoyés sur Terre après qu'on leur a appris la présence de Critters, en même temps que Brad, qui a décidé de passer Pâques chez sa grand-mère. C'est une coïncidence extraordinaire. Donc on part du principe que le temps d'éclosion est de... Mais on s'en fout des hypothèses. Mais ok, d'accord. Charlie, le sac à vin du premier, fait maintenant partie des mercenaires et apprécie vraiment cette nouvelle vie. Son nouveau statut de chasseur lui permet même de buter un des mangalores du 5e élément avant que le film soit tourné. Il est balèze ce type, hein. Alors évidemment, j'ai bien conscience de la pauvreté des images, hein, mais je peux pas choper ce que je veux, malheureusement, il y a des questions de droit, et puis la qualité est pas au rendez-vous, quoi. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. Sur Terre, à Grover's Bend, c'est Pâques et la chasse aux œufs organisée par la ville approche à grands pas. Comme on n'est pas à une coïncidence près, les œufs de Critters, dont tout le monde se fout de ce qu'ils contiennent, malgré la couleur dégueulasse des coquilles, sont achetés à un escroc qui vient juste de les trouver dans la ferme du premier épisode par la grand-mère de Brad. Et cet irresponsable vieil pot les donne aux gamins pour qu'ils les peignent, puis sont cachés pour la future chasse. Tout va bien se passer. Et évidemment, à la première éclosion, le bordel commence. Dans Critters 2, on applique la formule du tout est beaucoup plus mieux. Notre langue française est fort subtile. C'est plus gore, plus drôle, mieux écrit, mieux photographié, mieux joué. Il y a plus d'idées, plus de gags, plus de nichons, plus de vulgarité à peine dissimulée. Que là, par exemple, là, vous voyez quoi, vous? Je me suis fait installer une bite électronique. Une fille avec une bite. On est d'accord. Sauf qu'elle a une bite. Les Critters ont des particularités. Grande bouche, aux dents longues, des piquants anesthésiants, et ils se déplacent en boule, donc ils roulent. Ce qui est pratique pour les effets de marionnettes, d'ailleurs. Quand ils sont debout, ce sont des marionnettes à main, et en boule, il y a juste à taper dedans, comme un ballon de foot, pour traverser le cadre, ou attacher un fil à la ceinture des victimes, relié à la boule, qui donne une impression de poursuite. I see, now I see, that's clever. Il y a même un climax où les petites boules s'agglomèrent ensemble pour former un boulet géant à la Indiana Jones, sauf que là, Jones se fait rouler dessus, et comme il y a des centaines de petites dents qui grignotent... Meilleur effet du film, j'adore l'idée. Aidé de Charlie, Brad élabore un plan pour dégommer les monstres. Faut dire qu'il n'a pas le choix puisqu'il se fait accuser, tout comme Charlie, d'être le responsable du boxon. On peut pas les blâmer les cutéreux, puisque nos héros n'ont effectivement pas les moyens de se défendre, du fait que Dave Toei, le scénariste, a pondu 23 coïncidences, pour que tout le monde soit là au même moment. Donc le coupable, c'est Toei. I blame David. Mais rassurez-vous, les bébêtes se font évidemment exterminer, et Charlie et Brad deviennent des héros. En attendant une nouvelle suite. Oui, il y en a 3 autres, mais... Ah, c'est de la merde. Bon allez, à la rigueur, le 3, vous pouvez le mater pour la présence du roi Léo, mais même lui n'empêche pas le navire de couler. C'est drôle, encore une fois. Au casting, mon petit roukmout Scott Grimes, dont le père s'appelle Rick Grimes. C'est pas des conneries en plus, hein, son père s'appelle vraiment comme ça. Mais bon. C'est inutile, c'est stupide, et en plus, vous le savez très bien. Scott, il est principalement connu à la télé dans les séries Urgence, La Vie à 5, The Orville ou la récente Ted, préquelle des 2 films. Pas mal du tout. Il y a Barry Corbin, habitué des rôles de cow-boy à moustache, qui reprend le rôle du shérif Harvey, campé par Walsh dans le premier. Il est le père de Brenda dans la série The Closer, par exemple, et celui de Cam dans Modern Family.
une des séries les plus drôles du monde. Lynch est de retour également, et il y a Sam Anderson, le principal qui quémande quéquette à Maman Gump pour que Forrest puisse rester dans l'école dite normale. Don Kiss Hopper, dans le rôle de Charlie, pointera ses dents du bonheur dans les 4 premiers films. Le 5e étant d'une sorte de téléfilm reboot tout moisi. On a déjà parlé, c'est tout pourri, d'accord? Et dans le rôle du mercenaire galactique Hug, le permanenté Terrence Mann, plus un artiste de Broadway qu'un acteur, mais lui aussi fera les 4 films. Pour les fans des Wachowski, il est Whispers dans la série Sense8. Aujourd'hui, il est prof de théâtre musical à la prestigieuse Western Carolina University. Et il a un nouveau look plus classe. Vous êtes un sale bourgeois égoïste de droite. Il chante justement un peu dans le premier Critters, dans un faux clip de Hard Rock FM à la Bonge Vomi. Pardon, ma chérie, pardon. Alors donc, pour résumer, c'est mieux de voir Critters 1 avant le 2. Sans blague. Non, mais pour vous familiariser avec les persos et les créatures, c'est mieux. Considérez le 1 comme une longue introduction au second et vous serez récompensé. En plus, il est pas mal le premier, hein, c'est juste que l'autre est gonflé aux stéroïdes. Dans cette suite, il y a plus de fun, plus de morts, plus d'idées, et même un peu d'émotion. Une promo comme ça, faut pas la rater. Sur ce, je me casse, on se revoit en mai avec un sujet très très sérieux. Comme vous le savez, je finis toujours avec une petite scène de danse plus ou moins en rapport avec mon film. Et là, c'est plus moins que plus. Car dans la hiérarchie des bestioles, en premier, il y a les Gremlins, dans la chambre à l'étage, les Critters, dans le salon du rez-de-chaussée, et dans les chiottes de la cave, il y a... les Ghoulies. Et donc, je leur rends hommage avec cette dernière scène. A plus, les assoiffés.